Des guerrieros tirent à l'aveuglette dans la jungle. Ils ne savent pas exactement sur quoi ils tirent, mais quelque chose est là, quelque part entre les arbres. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir, quelque chose qui les tue. L'un des jeunes soldats, à peine plus âgé qu'un garçon, s'arrête pour recharger son arme. Au moment où il retire le chargeur de son fusil, une silhouette floue passe à côté de lui. Le soldat près de lui tombe soudainement à genoux en tenant son cou et du sang s'écoule entre ses doigts. Une main saisit l'épaule du garçon. Celui-ci se retourne et manque d'ouvrir le feu sur son commandant. L'homme plus âgé lui dit qu'ils doivent partir. Et le jeune homme rejoint un petit groupe de soldats qui se mettent à courir dans la jungle afin de s'éloigner de cette chose. Dans leur course, un autre mouvement rapide se produit et l'un des soldats est entraîné dans les arbres. On peut entendre ses cris, mais il n'y a plus rien à faire. Il est déjà trop tard pour lui. Un autre soldat disparaît dans les arbres en un clin d'œil. Il ne reste plus que le jeune soldat et le commandant. Ils sortent de la jungle et se retrouvent dans une clairière où se trouve une petite ferme abandonnée. Le commandant lui fait signe de se diriger vers la vieille ferme et les deux hommes se cachent derrière un coin de la maison. Ils s'accroupissent, armes au poing, et jettent un coup d'œil à la recherche d'un signe du monstre qui a tué plusieurs de leurs camarades. Le jeune homme se demande ce qu'il doit faire. Il commence à ouvrir la bouche pour poser la question au commandant, mais celui-ci met un doigt sur ses lèvres et lui fait signe de continuer à surveiller. Le jeune homme scrute, encore et encore, mais ne voit rien. Tout est calme, jusqu'à ce que le commandant se mette à crier. Le jeune homme se retourne et découvre un point qui se forme sur le torse du commandant. C'est un cercle noir. Non, pas noir, quelque chose de plus sombre encore. Le commandant crie encore plus fort à mesure que le point sombre grandit. Les cris du commandant s'estompent. Le jeune homme voit le commandant disparaître. Ce dernier est comme aspiré par le point sombre sur sa poitrine. Le corps du commandant se replie sur lui-même. Il devient de plus en plus petit, jusqu'à disparaître complètement dans le trou noir, lequel disparaît également avec lui. Le jeune homme ne comprend pas ce qu'il vient de voir, mais il n'a pas le temps de réfléchir, car la créature surgit de la forêt. Le jeune homme, qui n'a jamais rien vu de tel, se précipite dans la ferme. Il verrouille la porte et place la vieille table de cuisine devant, en essayant de la barricader du mieux qu'il peut. Il regarde autour de lui et aperçoit un lit contre un mur. C'est la meilleure cachette qu'il puisse trouver. Alors il court et se glisse sous le lit, se plaçant aussi près du mur que possible. Le jeune homme observe et attend. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Tout est calme. Il n'y a plus de cris de soldats, ni de grognements d'animaux. Peut-être que la créature a décidé de retourner d'où elle venait. Mais le jeune homme n'ose pas sortir de sa cachette. Tandis qu'il observe la porte, guettant la moindre intrusion, il aperçoit autre chose. Un autre de ces points noirs apparaît au milieu de la pièce. On dirait qu'il courbe la lumière autour de lui et qu'il déforme toute la pièce. Le jeune homme voit, depuis sa cachette, une fine patte noire sortir du point. D'abord une, puis une autre. Ces étranges pattes pointues, sans pieds, se tiennent désormais juste devant le lit. En poussant un cri strident, la créature écarte le lit sans effort. Le jeune homme se retrouve à découvert, recroquevillé contre le mur. La créature hurle, elle ouvre sa large bouche et son visage sans yeux semble se scinder en deux. Elle laisse apparaître 2 rangées de dents acérées. Le jeune homme hurle, il pleure de peur et se rend compte que la créature n'est pas dépourvue d'yeux. Dans sa bouche monstrueuse, une boule bleue apparaît. Il n'y a pas d'iris, mais le jeune homme sait que cette chose le regarde. Le jeune homme sent que sa poitrine se serre. Il baisse les yeux et constate qu'un point noir se forme sur sa poitrine. Il ressent une pression et une sensation d'écrasement. Il est happé par ce point étrange. Tous les sons, même ses propres cris, se dissipent à mesure qu'il est attiré dans ce vide silencieux. Puis il entend à nouveau quelque chose. Il lève les yeux et découvre que la créature est criblée de balles. Elle se retourne pour s'échapper et traverse le mur de la ferme. Le point sombre sur le jeune homme disparaît. Puis, ce dernier aperçoit, sur le seuil de la porte, son ami et sauveur. Il enserre sa gorge en sang d'une main et tient son fusil de l'autre. Le jeune homme se précipite vers lui au moment où il s'effondre sur le sol. Du sang coule de son cou et il ne peut plus parler. Il est en train de mourir, mais en sachant qu'il a sauvé son jeune ami. Le jeune homme commence à se sentir très fatigué et il s'assied à côté de son héros décédé. Il est seul désormais, son groupe entier de combattants de la liberté ayant été anéanti par ce monstre. Le jeune homme est pris de nausées et de vertige. Il tousse dans sa main et constate qu'elle est recouverte de son propre sang. Un petit groupe de jeunes garçons se promène sur un sentier dans la jungle. Ils rient et s'amusent quand ils s'arrêtent soudainement et se taisent tous. Il y a quelque chose devant eux. C'est un homme allongé sur le bord de la route. Les garçons semblent effrayés et hésitent à aller voir. Mais le plus jeune d'entre eux se détache du groupe et s'approche courageusement de l'homme. Ne voulant pas laisser le plus jeune de leurs amis les faire passer pour des lâches, les autres garçons lui emboîtent rapidement le pas. L'homme sur le bord de la route gémit et semble souffrir. Lorsqu'ils s'approchent, ils comprennent qu'il a probablement été victime d'un terrible accident. Sa peau est grise et on dirait que ses bras longs et fins n'ont que 3 doigts. Que doivent-ils faire ? Le jeune garçon ramasse un bâton et s'en sert pour pousser l'homme, ne voulant pas le toucher de ses propres mains.
Mais avant qu'il ne puisse le faire, l'homme se retourne et ouvre la bouche en poussant un horrible cri. Au fond de sa bouche se trouve un œil bleu. Les garçons se retournent et courent en se bouchant les oreilles. Quelques semaines plus tard, la petite ville guatémaltèque organise une réunion. La foule présente dans la salle hurle de colère contre le maire, exigeant de lui des réponses sur ce qui est advenu de leurs proches morts ou disparus. Une série de photos est accrochée au mur derrière le maire, en souvenir de ceux qui sont disparus dans la forêt ou qui sont morts mystérieusement d'une maladie fulgurante, comme le courageux jeune homme. Un homme interpelle le maire et lui demande où est sa fille. Une autre personne demande comment son mari a pu mourir d'une maladie alors qu'il était en parfaite santé quelques jours auparavant. Le maire tente de calmer les habitants mécontents en leur disant qu'il sait qu'il y a des rumeurs au sujet d'un démon dans la forêt, mais qu'il ne s'agit que de rumeurs. Le maire les avertit cependant de la présence de quelque chose dans la forêt, mais il ne sait pas quoi. Il y a un animal ou un homme qui rend les gens malades. Il se peut aussi que ce soit un chasseur. Ni lui ni la police ne savent exactement ce qui se passe. Mais il y a une bonne nouvelle. Un groupe d'hommes est venu les aider. Le maire pointe du doigt un homme à l'air sévère et en uniforme militaire, en compagnie d'un petit groupe de soldats et d'un scientifique, sur le côté de la scène. Le maire explique que cet homme, le général Machoy, vient d'Amérique et qu'il va les aider. La foule n'applaudit pas alors que le maire s'y attendait. Néanmoins, elle cesse de crier lorsque le général monte sur le podium et remercie le maire de l'avoir présenté au public. Le général scrute la foule, avide de réponses au sujet du monstre qui s'est soudainement attaqué à leur ville. Il leur dit qu'il est vrai qu'il a été envoyé ici par le gouvernement américain afin d'enquêter sur ce qui s'est passé et de mettre fin à toute menace dans la jungle par tous les moyens nécessaires. Il ne peut pas leur garantir qu'il sera capable de ramener leurs proches disparus, mais il peut au moins empêcher cette menace de faire d'autres victimes. Il fait ensuite un geste vers le reste de son groupe et dit à la foule que les hommes qu'il a amenés avec lui ont été spécialement entraînés pour faire face à ce type de situation et qu'ils n'ont plus à s'inquiéter. Il suffit que chacun reste à l'écart et tout sera réglé. Sur ce, il quitte la scène et la foule se met à crier. Le général Machoy s'arrête devant les scientifiques qui attendent à côté de la scène. « Eh bien, docteur Keter, qu'en pensez-vous » Le scientifique ajuste ses lunettes et répond « C'est ce à quoi nous nous sommes préparés. Les dirigeants n'ont cessé de nous dire que ce jour viendrait. Il semble qu'il soit enfin arrivé. » Le groupe de soldats, dirigé par le général Machoy, se fraye un chemin dans cette épaisse forêt. Le docteur Keter les précède de peu et utilise un compteur Geiger pour suivre la créature. Les craquements de la créature radioactive lui indiquent le chemin à suivre. Il progresse jusqu'à une clairière dans la jungle, où se trouvait autrefois un petit village. La plupart des bâtiments sont recouverts de plantes. Comme il commence à faire noir, c'est un excellent endroit pour passer la nuit. Les soldats se dispersent et explorent les vestiges de la ville, tandis que le docteur Keter continue à chercher où la piste radioactive pourrait les mener. Alors que le général Machoy examine l'un des nombreux bâtiments sombres et délabrés, l'un des autres soldats s'écrie « Hé, général ! On dirait que ce générateur fonctionne encore !» Quand le bruit d'un vieux moteur diesel se fait entendre, les lumières du village s'allument soudainement. Ils ont désormais des fortifications et de la lumière. Bien qu'il ne l'ait jamais avoué, le général Machoy se sentait nerveux à l'idée de passer la nuit dans la jungle. Mais à présent, il se sent quelque peu apaisé grâce aux vieilles lampes jaunes scintillantes. Plus tard dans la nuit, le général demande au docteur Keter où est allée la créature. Le docteur Keter est perplexe. Ces mesures ont montré des traces élevées de radiation menant à ce village. La créature est venue ici, il en est certain. Mais à présent, il n'arrive pas à savoir où elle est allée. C'est comme si elle était venue dans le village et avait ensuite soudainement disparu. À l'extérieur, l'un des soldats de garde dit au reste du groupe assis autour d'un feu de se taire, car il pense avoir vu quelque chose dans les bois. Tout le monde se met immédiatement en action. Ils se positionnent en défense et pointent leurs fusils en direction de la lisière sombre de la forêt. « Ça recommence !» dit-il, alors qu'un éclair sombre se déplace juste derrière la clairière. « Non, c'est par ici !» dit un autre soldat du côté opposé. Comment la créature peut-elle se déplacer si rapidement autour d'eux? Y aurait-il plusieurs créatures de ce genre? Les soldats forment un cercle pour s'assurer que la chose ne les surprenne pas par derrière. Mais ils ne remarquent pas le point d'obscurité qui se forme dans leur dos et les pattes fines et pointues qui en sortent. La radio du général se met en marche. « Je pense que nous avons quelque chose ici, Mais son message est interrompu par des cris et le bruit de tir. Le général Machoy demande au docteur Keter de rester à l'intérieur et sort en courant du bâtiment où il aperçoit enfin le démon qu'il traquait. La créature, grande et mince, est en train de massacrer son unité. Elle se précipite sur eux à une vitesse hallucinante en utilisant ses mains à 3 doigts pour arracher les membres de certains soldats et en taillader d'autres avec ses griffes tranchantes comme des rasoirs. Elle leur tranche le cou ou les éventre avant de passer au suivant. Le général tire avec son fusil sur la créature et la rate, mais c'est suffisant pour la faire reculer. Le général Machoy court à l'intérieur du bâtiment où le docteur Keter l'attend.
Qu'est-ce que c'était? Qu'avez-vous vu là-bas? Le général ne sait pas comment décrire le monstre qui vient de tuer tous ces hommes. Cela ne ressemble à rien de ce qu'il a pu voir auparavant et aucun des exercices ne l'a préparé à cela. Alors que les deux hommes réfléchissent à ce qu'ils vont faire, le compteur Geiger sur la table se met soudainement à émettre un signal, d'abord faible, puis de plus en plus fort, comme si une importante quantité de radiation avait soudainement inondé la pièce. Le général saisit le docteur et le traîne dehors. Il quitte le bâtiment juste avant qu'il ne s'effondre sur lui-même pour disparaître dans le petit trou qui s'est formé à l'intérieur. Les deux hommes lèvent les yeux et découvrent la créature qui se tient juste en face d'eux, avec son énorme bouche ouverte, laissant apparaître son œil bleu. « Attention !» s'écrie le docteur Keter, mais il ne parle pas du démon. Le général et lui roulent sur le côté pour éviter de justesse le câble électrique qui a été arraché lors de la destruction du bâtiment. Le câble électrique touche le sol et produit immédiatement des étincelles blanches. La créature hurle, s'effondre sur le sol et se recroqueville en essayant de couvrir sa bouche avec ses pattes fines. « Est-ce l'électricité ?» demande le général, ne comprenant pas ce qui a soudainement interrompu la créature dans son élan de folie meurtrière. Le docteur Keter réalise que ce n'est pas le câble électrique produisant des étincelles qui a immobilisé la créature, mais les lumières qui clignotent. Sans attendre sa réponse, le général lance un filet lesté avec son arme et piège la créature rugissante. Le docteur Keter examine la créature dans le centre de recherche installé à plusieurs kilomètres du village. Une lumière stroboscopique a été installée à l'intérieur de la cage de la créature. Mais même lorsque le docteur éteint la lumière, la créature à la peau grisâtre reste toujours recroquevillée sur le sol. Le docteur se demande si la créature n'a pas faim, mais elle ne manifeste aucun intérêt pour les différentes viandes, fruits et légumes qui lui sont présentés. Le docteur se tient à l'entrée de la tente qui a été montée pour abriter la cage de la créature et fait le point avec le général Machoy qui a hâte que la créature soit transférée aux États-Unis dans un espace de confinement plus sûr. Le docteur Keter insiste sur le fait qu'il craint que le voyage ne tue la créature et ne compromette les extraordinaires recherches qu'ils peuvent effectuer sur cet étonnant spécimen vivant. Le général se retourne pour partir, mais s'arrête pour saluer le corps d'un de ses soldats transportés sur une civière. Le docteur Keter, quant à lui, retourne à ses recherches lorsqu'il remarque quelque chose. La bouche de la créature est légèrement ouverte. Le docteur Keter a une autre idée. Cette nuit-là, le docteur Keter entre dans la morgue improvisée et prend le bras coupé d'un des soldats morts. De retour dans la tente où se déroulent les recherches, il présente le bras à la créature en le faisant glisser à travers les barreaux de la cage. La créature ne réagit pas, mais le docteur Keter observe et attend. Au bout d'un moment, la créature se met enfin à bouger. C'est la première fois qu'il la voit bouger depuis qu'elle a été capturée. La créature tend sa longue main à 3 doigts et l'attrape, puis le mange. « Tu aimes ça, n'est-ce pas ?» demande le docteur Keter. Et étrangement, la créature semble répondre en émettant un gazouillement presque comparable à celui d'un bébé. « Il y en aura beaucoup plus si tu te comportes bien. Tout ce que je veux, c'est t'étudier, découvrir comment tu fonctionnes. » La créature continue à se nourrir et commence à manger les os puisqu'il n'y a plus de chair. « Oui, je crois que tu vas m'être très utile, » dit le docteur en s'approchant de la cage. « Tu vas me rendre mondialement célèbre. Bientôt, tout le monde connaîtra le nom de Hermann Kep. » La main de la créature passe si rapidement entre les barreaux qu'il ne la voit même pas arriver. Le docteur Keter se met à hurler lorsqu'elle le saisit et le griffe. Un soldat qui monte la garde à l'extérieur se précipite, mais un point noir apparaît immédiatement sur son torse, provoquant sa disparition. La créature laisse tomber le docteur Keter en sang sur le sol. Il tend la main vers le bouton d'activation de la lumière stroboscopique d'urgence, mais un autre point noir se forme à l'intérieur de la cage. La créature s'y engouffre, avant de sortir par un autre point noir situé juste de l'autre côté des barreaux. D'autres soldats se précipitent dans la tente et voient la créature en train de dévorer le docteur Keter encore vivant. L'un d'entre eux appuie sur le bouton pour activer les puissantes lumières stroboscopiques. La créature se met à hurler et à se débattre. Elle cherche à fuir les lumières. Plusieurs filets sont tirés sur la créature et celle-ci se retrouve clouée au sol et ses hurlements se transforment peu à peu en gémissements. Sur ordre du superviseur, la créature est transférée sur le site ADRX-19, une base sécurisée située quelque part en Amérique du Nord. Le directeur du site fait une présentation à un groupe et explique que grâce aux travaux du regretté Dr Keter, ils savent désormais que la créature manifeste des signes de peur et de maladie en présence de lumière stroboscopique et qu'elle est incapable de produire les petits points noirs qu'elle utilise pour se défendre et se téléporter lorsqu'elle se trouve dans cet état. En revanche, lorsqu'elle est en bonne santé, la créature est extrêmement dangereuse du fait de sa rapidité, de sa force et de sa malice hors du commun.
On a également découvert qu'elle était incapable de passer à travers le plomb, dont sa nouvelle cellule de confinement a été recouverte, et des procédures de sécurité très strictes ont été mises en place, notamment l'installation d'une porte anti-explosion en acier renforcé et des rondes de surveillance à l'extérieur de la cellule sont assurées en permanence par des gardes armés équipés de lampes stroboscopiques très puissantes. Le directeur du site quitte la pièce et les superviseurs discutent du sort de la créature qui a été désignée sous le numéro 86243 AR001. Mais la plupart l'appellent simplement 001. Un des superviseurs estime que la créature doit être confinée dans un lieu sécurisé afin de protéger l'humanité. Allez donc savoir combien d'autres créatures de ce genre peuvent exister. On sait désormais que les rumeurs concernant ce type d'entité ne sont pas des événements isolés et que ces anomalies pourraient être nombreuses. Des centaines, peut-être même des milliers. Les autres superviseurs acquiescent à l'unanimité. L'un d'entre eux prend le rapport qui a été laissé par le directeur du site. Rédigez ce rapport immédiatement et créez une nouvelle archive. Ce n'est que le prototype, j'ai le sentiment qu'il y en aura bien plus. J'espère que vous avez apprécié découvrir ce SCP-001. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez en découvrir davantage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous poussons toujours plus loin nos recherches dans les archives classifiées de la Fondation SCP.